Dans l'actualité de ce 13 août, le Premier ministre Christophe Marie-Joseph Dabiré face au gouverneur et au commissaire. Les discussions ont tourné autour de la question de la prise en charge des victimes de la situation sécuritaire, en l'occurrence les déplacés internes. Comment ces administrateurs civils pourraient apporter les premiers secours en attendant l'action de l'État central. Et puis, d'échec en échec, le dialogue gouvernement-organisation syndicale s'enlise. Chaque parti rejette la faute sur l'autre. L'unité d'action syndicale était face à la presse ce matin. Elle évoque les futures actions qu'elle serait amenée à mener pour contraindre, dit-elle, le gouvernement à s'asseoir à la table des négociations. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue à ce journal. C'est dans un contexte marqué par des mouvements, des grèves et d'humeur des administrateurs civils que Christophe Marie-Joseph Dabiré a rencontré ce 13 août les hauts commissaires et les gouverneurs au ministère des Affaires étrangères. C'est donc tout logiquement que la question sur la suppression éventuelle du corps des préfets lui a été posée. Vous entendrez sa réponse. Mais la question essentielle qui était au centre des discussions, c'était surtout la réaction de ces premiers représentants de l'État dans les régions et dans les provinces face à la situation sécuritaire, notamment la prise en charge des déplacés internes. Le compte rendu de Rémilin Bernébier. Ils sont l'image et la force de l'État central au niveau déconcentré. Cette rencontre entre le chef du gouvernement et les gouverneurs et hauts commissaires s'impose donc en ces moments de situation sécuritaire délétère, dira le Premier ministre. Nous avons décidé d'appeler les gouverneurs et les hauts commissaires pour échanger avec eux par rapport à la situation particulière dans laquelle on se trouve aujourd'hui, en rapport donc avec la question des déplacés internes liés à la question sécuritaire. Les gouverneurs sont ceux-là qui peuvent assurer la prise en charge immédiate en attendant que le gouvernement intervienne. Le gouvernement au niveau central ne peut pas être le premier à intervenir lorsque quelque chose se passe à Banfora ou à Gawa. Et il y a des hauts commissaires qui doivent prendre leurs responsabilités. Et dans un second temps, le gouvernement vient en appui pour apporter sa contribution à la résolution des problèmes. Donc nous allons échanger sur les différentes méthodes, écouter les gouverneurs et les hauts commissaires sur les problèmes qu'ils rencontrent, écouter les propositions qu'eux-mêmes ils font pour renforcer leur présence effective sur le terrain. Cette rencontre se tient non seulement sur fond de tensions sociales menées par le syndicat des administrateurs civils, mais aussi sur un fond de rumeurs faisant état de l'intention du gouvernement de supprimer la fonction de préfet. C'est normal qu'il y ait des revendications, des préoccupations qui s'expriment au niveau des travailleurs, quelles que soient les structures auxquelles ils appartiennent. Mais nous disons que les administrateurs civils sont ceux-là qui ont reçu une formation au niveau de notre École nationale d'administration et de la magistrature, qui doivent être les premiers garants d'une certaine sécurité au niveau de l'ensemble du pays. Ils peuvent avoir des revendications qui peuvent être justifiées pour un certain nombre de raisons, mais il y a des manières d'exprimer ces revendications-là lorsqu'on appartient à certains corps de l'État. Et les administrateurs civils sont ceux-là qui sont les plus proches du gouvernement et de nos administrations et qui devraient donner l'exemple par rapport à la manière de gérer un certain nombre de questions. Le gouvernement est disponible pour ouvrir des négociations et des discussions avec toutes les forces sociales, mais il faut savoir raison garder et faire en sorte que nous puissions progresser vers la mise en œuvre d'un État dont l'autorité est respectée par tout le monde. Et à partir de là, on peut espérer qu'on trouvera des solutions aux différents problèmes. Mais lorsque ceux qui sont chargés de garantir l'autorité de l'État défient cette autorité de l'État, ça commence à poser problème et le gouvernement est obligé de prendre ses responsabilités par rapport à ce type de situation. Le gouvernement est obligé de prendre ses responsabilités. Une réponse on ne peut plus claire du Premier ministre sur cette rumeur de suppression du corps des préfets. Mais en attendant, cette rencontre avec les chefs de circonscription administrative vise à améliorer la situation sécuritaire à l'intérieur du pays en vue des élections à venir. Si cette réunion entre le Premier ministre et les chefs des circonscriptions administratives s'est visiblement déroulée dans une atmosphère sereine, celle entre le gouvernement et les organisations syndicales le sont moins. Vous le savez, il y a eu plusieurs rendez-vous qui ont tourné court
Les deux parties se rejettent mutuellement la responsabilité sur ce blocage. Ce 13 août, l'UAS a encore une fois pointé du doigt le gouvernement et annonce que des décisions seront prises dans les semaines et les mois à venir. Arsène Kanditamde. L'unité d'action syndicale souhaite la reprise des négociations avec le gouvernement. Ouvert le 21 mai 2019, le dialogue entre les deux parties avait buté sur un préalable concernant l'impôt unique sur les traitements et salaires UTS. Renvoyé ensuite au 22 puis au 23 juillet dernier, la tenue de cette rencontre est depuis lors reportée sine die. L'UAS dit avoir montré toute sa bonne foi à l'exécutif burkinabé qui préfère répondre par le mépris et le dilatoire. C'est le manque de respect que le gouvernement a à l'encontre du mouvement syndical. Et ce que nous disons, les faits même le prouvent. Depuis cette rencontre avortée, il y a eu de leur côté des approches pour reprendre la négociation. Ils ont donné un chronogramme d'action à suivre pour qu'on puisse se retrouver. Ils ont prévu de donner des documents pour qu'on puisse se retrouver autour d'une table. Mais comme vous l'avez entendu, jusqu'à ce jour, nous attendons. Pour contraindre le gouvernement à la table des négociations, l'UAS dit n'écarter aucun moyen en sa possession. Pour décider de la méthode appropriée pour parvenir à ses fins, une rencontre est prévue ce 17 août avec tous les démembrements de l'UAS. Face au mépris continu du gouvernement, qui chante à tue-tête le dialogue social tout en foulant aux pieds le simple principe du respect de la parole donnée aux partenaires sociaux, l'UAS a adressé des lettres circulaires à ces structures de base pour les appeler à se mobiliser afin de contraindre le gouvernement et le patronat à traiter avec plus de sérieux les organisations des travailleurs ainsi que leurs préoccupations. Gouvernement, syndicats ou encore patronat, tous ont intérêt à ce que la rencontre se tienne selon l'UAS. Elle exige du gouvernement un respect vis-à-vis de ses propres engagements. La rencontre de ce 17 août devrait marquer, selon les responsables, une nouvelle étape dans la longue marche pour la satisfaction de leurs intérêts. On en vient maintenant au procès du putsch manqué de septembre 2015 et les plaidoiries de la défense qui se poursuivent. Aujourd'hui, ce sont les avocats de Faisal Nanema et du sergent-chef Roger Koussoubé, dit le Touareg, qui étaient dans la barre. Le résumé de l'audience de ce mardi avec Roméo Koeta. Faisal Nanema est poursuivi pour complicité de dégradation aggravée de biens et de recel. La première charge tient au fait qu'il ferait partie de ceux qui ont saccagé puis incendié le domicile du défunt président de l'Assemblée nationale, Feu Salifou Diallo. En ce qui concerne le recel, Faisal Nanema aurait acquis à des prix anormalement bas des biens en provenance du domicile de Feu Salifou Diallo. Mais pour son avocate, maître Aoba Zaliatou, cette infraction ne peut pas être constituée parce que le recel, qui est caractérisé par l'article 473 du Code pénal ancien, dit qu'on est coupable de ce type d'infraction lorsqu'on a une connaissance préalable de l'origine frauduleuse du bien au moment où l'on l'acquiert, alors que dans le cas de son client estime-t-elle, ce dernier ne savait pas que ces objets avaient été volés au moment où il les achetait. L'autre argument du parquet est de dire que les prix anormalement bas auxquels Faisal aurait acheté ces articles auraient pu lui mettre la puce à l'oreille pour qu'il sache qu'ils ont été volés. En effet, Faisal aurait acheté la statuette à 20 000 francs, le fer à repasser à 12 500 francs et le sac à main à 3 000 francs CFA. Mais son avocate réplique en disant que le parquet n'a pas apporté les prix normaux de ces articles pratiqués sur le marché afin qu'on puisse faire une comparaison pour savoir si les prix auxquels son client les a achetés sont trop bas ou pas. En ce qui concerne l'incendie du domicile du défunt président de l'Assemblée nationale, son avocate estime que la maison a été brûlée le 18 septembre 2015 alors que son client était présent sur les lieux le 17 septembre. Pour elle, les arguments du parquet sont légers et ne sauraient justifier les 5 années de prison ferme qu'il a requis contre lui. Elle plaide donc pour son acquittement. À la suite de Maître Zaliatou, c'est Maître Alexandre Sanduidi, l'avocat des accusés Roger Koussoubé, dit le Touareg, Nebi Abdul Nafion, et de Zongo Amado qui a pris la parole.
Il a soulevé une question d'inconstitutionnalité du régime de la transition. Il soutient que pour qu'il y ait attentat à la sûreté de l'État, conformément aux articles 109 et 110 du Code pénal, il faille que le régime renversé ait été légal, alors que pour lui, le régime de la transition n'était pas légal au regard du mode d'accession de ceux qui l'ont dirigé au pouvoir. Il a donc demandé au tribunal de saisir le Conseil constitutionnel qui va statuer sur la question. La décision du président du tribunal sur sa requête, c'est pour ce mercredi. Une autre plaidoirie impliquant cette fois-ci des avocats en herbe, des étudiants notamment, dans une salle d'audience de fortune aménagée au sein de l'université Ouagadougou et un tribunal composé de membres du jury. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit du concours de plaidoirie en droit international humanitaire organisé par le CICR pour sensibiliser le milieu académique sur les violences liées à ce domaine. La finale de la 3e édition de cette compétition a livré son verdict ce week-end. Archimède Boy, Arsène Konditamde. L'université Ouagadougou face à l'université privée de Ouagadougou. L'une dans le rôle de la partie civile, l'autre dans celui de la défense. Chacune dans ce tribunal de circonstances tente de remplir sa mission dans un procès mis en scène. Votre client est coupable de tous les chefs d'accusation que nous avons auparavant énumérés contre lui. Et maintenant, notre position, Monsieur le Président, que le colonel Atcholet est bien responsable. Il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi. Est-ce que ce n'est pas assez clair pour vous dire que le colonel ne voulait pas parler de torture ici? Vous avez fait preuve de mauvaise foi. Je suis désolé. Après 1 heure de débat, le jury livre son verdict. Unanimement, nous avons penché vers l'équipe des accusations. Le niveau était très élevé. Et là, je constate qu'effectivement, le cours est très bien assimilé et que les étudiants sortis des amphis peuvent également faire face à la réalité et appliquer donc ce savoir-là. L'équipe de l'université Ouagadougou remporte ainsi la 3e édition du concours national de plaidoirie en droit international humanitaire. C'est vraiment des sentiments de joie qui nous animent. Et nous partageons et dédions cette victoire à tous nos camarades qui ont en commun avec nous l'amour du droit international humanitaire. Elle va représenter le Burkina Faso au concours régional de plaidoirie en droit international humanitaire à Yaoundé. Et déjà, le CICR prévoit des mesures d'accompagnement. Le CICR prévoit déjà de les faire accompagner par l'équipe qui a représenté le Burkina Faso au concours 2017 à Abidjan. Ensuite, nous allons également voir avec les cercles académiques, notamment leurs corps enseignants, pour organiser, si possible, des séances de renforcement de capacité. Mais surtout, il a noté que nous leur avons transmis la documentation nécessaire qu'ils peuvent toujours consulter au fin de toujours se former. Mais pour ce qui est du suivi, il y aura quand même un suivi assez régulier avec des rencontres régulières pour s'assurer quand même qu'ils pourront toucher tous les points qui leur ont été signalés afin de pouvoir renforcer leurs capacités. La particularité de ce concours cette année est sa thématique. Elle porte sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées internes à l'occasion du 10e anniversaire de la Convention de Kampala. Changement total de cap et nous parlons d'agriculture, de la filière sésame. Le Burkina Faso est le 4e producteur mondial de sésame, mais les producteurs burkinabés font face à d'énormes difficultés qui les fragilisent sur le marché international. Au cours d'un atelier, ils ont plaidé pour la mise en application effective des réglementations et des politiques édictées par l'État. Arsène Konditamde. Les acteurs de la filière sésame veulent l'amélioration du cadre politique et réglementaire pour mieux écouler leurs produits. Le circuit de commercialisation du sésame burkinabé souffre de la fluctuation des prix sur le marché. Face à cela, les acteurs souhaitent l'aide de l'État pour qu'un prix plancher soit trouvé. Cela passe notamment par la prise des décrets d'application du cahier de charges de l'exportation du sésame made in Burkina Faso. Pour enrayer ce désordre-là, toutes les dispositions sont prévues dans le cahier de charges. La place de chaque acteur est définie dans le cahier de charges. Les activités de chacun sont prévues dans le cahier de charges. Mais il manque les décrets d'application de ces dispositions-là pour améliorer la commercialisation du sésame.
Le Burkina Faso est classé 4e producteur mondial de sésame, après le Soudan, l'Inde et l'Éthiopie. En termes de qualité, le pays est relégué à la 8e place. Une position qui ne ravit pas les acteurs, qui demandent l'appui de l'État pour changer la donne. Il y a un travail à faire et ce travail-là nécessite des ressources. Les ressources ne peuvent venir que de l'activité. Voilà pourquoi la loi, à travers les dispositions de la loi 50, prévoit des prélèvements issus des accords interprofessionnels et nous demandons à travers cette loi que ces prélèvements soient mis à notre disposition. 3 jours durant, les participants venus des différentes régions du pays ont été outillés sur le plaidoyer afin d'intervenir auprès des décideurs politiques. Des recommandations ont également été formulées. Leur prise en compte devrait permettre une meilleure contribution de la filière sésame à la dynamisation de l'économie nationale. Le gouvernement porte secours aux déplacés internes de la région du Nord. À Waïgouya, où on dénombre près de 10 000 déplacés, ce sont des dizaines de tonnes de vivres qui ont été données. Archimède Boy, Alfred Thioye. Salifou Ouedraogo dans la région du Nord. Le ministre en charge de l'agriculture est venu offrir 20 tonnes de vivres aux populations qui ont fui les localités à cause des attaques terroristes. Elles ont trouvé refuge dans la commune de Waïgouya. Nous avons trouvé qu'il était quand même de notre devoir, en tant que fils de la région du Nord, de pouvoir apporter notre contribution pour permettre à ces déplacés quand même de sentir quand même qu'on est avec eux. Donc c'est dans cette dynamique-là que ces vivres sont les bienvenus. Et on voit compte tenu de leur nombre, ça veut dire que 20 tonnes de maïs, ce n'est pas beaucoup. Mais ça peut contribuer avec ce que les uns et les autres apportent pour qu'ensemble nous puissions les aider, que nous puissions traduire notre solidarité. Mieux, le ministre en charge de l'agriculture a mis à la disposition de ces déplacés des terres cultivables pour la production de cultures de rente. Le ministère de l'Agriculture a également pris des dispositions par rapport à ces déplacés. Que ce soit les déplacés au nord comme les déplacés au centre-nord. Nous avons discuté, nous avons échangé avec les propriétaires terriens qui nous ont permis de dégager des terres. Et en collaboration avec les CERA, les centres régionaux d'agriculture, nous avons labouré ces zones-là pour permettre à ces déplacés de pouvoir produire le niébé. Parce qu'on s'est dit que le niébé, c'est un cycle court et a une grande valeur ajoutée. Et en produisant ces spéculations, ça leur permet non seulement de consommer, mais également de vendre pour pouvoir acheter du mil. Des vivres à distribuer à environ 10 000 personnes et c'est le gouverneur de la région du Nord qui sera chargé d'organiser l'opération. La situation des déplacés elle est évolutive, donc je ne pourrais vous dire en temps réel ou tenter aujourd'hui le nombre exact de déplacés internes. Il y en a qui viennent, puis après qui sont repartis. Il y en a qui repartent, il y en a qui viennent. On sait que nous avons plus de 10 000 déplacés internes. Donc je pense que 20 tonnes de céréales, c'est bon à prendre. Surtout qu'effectivement le CONASUR aussi appuie dans ce sens. Donc c'est de faire en sorte que ce soit une opération de distribution réussie pour que chacun ait une ration de ces 20 tonnes de céréales qui ont été octroyées par le ministre de l'Agriculture. Les personnes déplacées ont exprimé leur désir de rentrer chez elles, comme nous a laissé entendre le porte-parole en ces thèmes. On est mieux que chez soi. Depuis 2005, les corps paramilitaires burkinabés se sont engagés dans la préservation de l'environnement en procédant chaque année à des opérations de plantation d'arbres. Pour cette 14e édition de l'exercice, ce sont 1500 plants qui ont été mis en terre. Archimède Boy, Abdoulazak Traoré. La racine à aller chercher à se nourrir rapidement et à évoluer vite. Petit exercice démonstratif de mise en terre d'un plan avant le lancement officiel de la journée de reforestation des corps paramilitaires. Pour donner le top départ de cette opération, le ministre en charge de l'environnement. Nous nous référons à l'engagement du président du Faso à la journée nationale de l'arbre qui dit que le conseil c'est d'interpeller chaque Burkinabé en fait désormais la reforestation une action intégrante en soi. Chaque Burkinabé doit planter son arbre, l'entretenir. Et c'est ça le changement de comportement. Et à travers l'acte du matin de l'ensemble des corps,
paramilitaire, cela s'inscrit bien sûr dans la vision du gouvernement, à savoir c'est ensemble qu'on pourra faire reculer le désert au Mauritanie. 20 hectares, c'est la superficie du site qui accueille cette campagne de reforestation. Situé dans la commune rurale de Koubri, le choix de ce site n'est pas fortuit. Le choix de ce site, parce que c'est un site qui appartient à l'École nationale de la garde de sécurité pénitentiaire, et pour quand même marquer la présence de l'administration, pour contribuer aussi à la politique du gouvernement en ce qui concerne la reforestation. Donc nous avons jugé utile quand même de venir sur ce site-là, marquer notre présence et en même temps contribuer aussi à la campagne de reforestation. La localité bénéficiaire de cette opération est consciente de sa responsabilité à entretenir ses plans. Un arbre, c'est comme un être humain. Et juste après la plantation, il faut l'entretenir. Donc nous avons pris un engagement d'accompagner en tout cas cette reforestation pour que les arbres puissent en tout cas survivre. Cette activité vise, selon les organisateurs, à créer d'une part un cadre de cohésion entre les forces paramilitaires et d'autre part les rapprocher de la population. Pari réussi donc pour les gardes de sécurité pénitentiaire. Le flambeau de l'organisation de la prochaine édition a été remis aux eaux et forêts. Et pour terminer, direction le Mali, où, vous le savez, les forces françaises se battent contre les terroristes dans le nord du pays. Une équipe de journalistes a suivi des militaires français en opération à Tombouctou. Elle nous montre ici comment se fait la traque des djihadistes et les difficultés auxquelles on peut s'exposer. Au Mali, les soldats français sont confrontés à la difficile traque des groupes djihadistes. Une équipe de journalistes de l'agence Reuters les a suivis fin juillet au cours de l'une de leurs missions. Ce jour-là, les militaires arrivent dans un hameau de la région de Tombouctou où une cinquantaine de djihadistes présumés auraient été aperçus quelques heures auparavant. Les habitants sont fouillés et interrogés, mais aucun ne parlera par peur d'éventuelles représailles. Les informations de leur téléphone portable sont copiées et analysées. L'un d'eux contiendrait de la propagande djihadiste. Celui-là, c'est bien le tien, à toi. Celui-là, c'est à toi. C'est ton téléphone ? Après prélèvement de ces empreintes, l'homme sera finalement laissé libre. Depuis quelques mois, l'armée française a intensifié sa présence dans cette zone de Gourma et établi une base avancée à Gossi. Selon les militaires français, les régions frontalières comme celle de Tombouctou avec le Burkina Faso seraient recherchées par les terroristes. Les contrôles et les recherches se poursuivent dans un autre village en compagnie de militaires maliens. Mais là encore, difficile d'obtenir des informations. Demande-lui si y a des hommes armés qui stationnent ici. Ils effraient la population. Une femme interrogée un peu plus loin n'a rien voulu leur dire non plus. Elle a peur de parler. C'est dit, après notre départ, ces gens vont venir les tuer. Ils veulent nous parler, mais ils ont peur. Parce que c'est des pressions qu'il y a sur ces gens-là. Parce que notre présence n'est pas là définitivement. On vient pour une patrouille, on retourne. Tant qu'on n'est pas là, c'est pas possible. Il faut qu'on soit là. Aujourd'hui, et malgré l'intervention des forces françaises depuis 2013, suite à la prise du nord du Mali par des groupes djihadistes quelques mois plus tôt, des zones entières du pays continuent d'échapper au contrôle des forces maliennes, françaises et des Nations Unies. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h30.